7h15, les experts d'Europe 1, Thomas Soto. Les experts d'Europe 1, Axel de Tarlet pour l'économie, Antonin André pour la politique. Bonjour à tous les deux. Bonjour Thomas. Alors évidemment, dans tous les esprits, ce matin, il y a le 49.3, la motion de censure et les frondeurs, Antonin André. Les frondeurs qui laissent planer la possibilité de voter cette motion de censure avec la droite. Alors ils vont se voir ce matin pour en parler. Ce que vous nous dites, Antonin André, c'est que derrière leur stratégie, les frondeurs sont vraiment dans ce qui s'appelle le calcul politique. Oui, je vais vous raconter une anecdote. J'ai eu un de ces frondeurs qui a la conviction chevillée au corps. Je l'ai eu au téléphone hier. Je lui ai demandé: allez-vous voter la motion de censure avec la droite? Est-ce cohérent quand on est de gauche? Il me répond: être socialiste et accompagner jusqu'au bout un François Hollande qui ne sera pas au second tour de la présidentielle, est-ce que c'est le bon calcul? Le bon calcul, voilà. L'expression est très révélatrice. Les frondeurs jouent la défaite de leur propre camp, la gauche. Ils sont devenus les alliés objectifs de l'opposition. Et en fait, la loi travail n'est qu'un prétexte. On l'a vu d'ailleurs dès lundi dans l'hémicycle, examen de l'article 1. Que font les frondeurs? Rafale d'amendements, interruption des débats, rien à voir avec de la coproduction législative. Les frondeurs le disent, ils sont dans le coup d'après, ils jouent le suicide collectif. On appelle ça du cynisme. Bon, vous dites, Antonin, que les frondeurs sont les alliés objectifs de la droite. Est-ce que ça veut dire, si on va au bout de la logique, qu'ils devraient voter la motion de censure avec la droite? Vous avez raison, ils doivent voter la motion de censure, à moins qu'ils n'ajoutent au cynisme la lâcheté. Hier, aux réunions du groupe socialiste, la loi El Khomri est mise aux voix. 84 pour, 11 contre, 14 abstentions. Vous savez quoi? Les plus virulents des frondeurs qui bataillent pour les valeurs de gauche, ils s'étaient perdus dans les couloirs. Ils n'étaient pas là pour voter. Courage, fuyons. Voilà un début de réponse. Les frondeurs poussent à la motion de censure au mépris du vote majoritaire, puisque la majorité des socialistes est favorable à la loi El Khomri, et au moment de vérité, ils se planquent. Alors si vous êtes cohérents, messieurs les frondeurs, votez la censure. Mais ça ne suffit pas. Censurer et proposer quel projet, quelle alternative économique? L'endettement? Une économie administrée? Si on prend un peu de recul, quelles sont les gauches en Europe qui ont permis de sortir de la crise? Le SPD de Schröder qui assouplit le droit du travail, Renzi en Italie qui s'est attaqué au contrat de travail. En Italie, le chômage baisse et la croissance progresse. Cette motion de censure, Thomas, c'est un moment de vérité pour le gouvernement, mais aussi pour des frondeurs dont l'opposition systématique depuis 4 ans est une opposition stérile qui n'a produit aucune alternative, aucun programme sérieux pour sortir de la crise. Voilà, cynisme, peut-être même lâcheté, dit Antonin André à propos des frondeurs. Il y en a un qui pourra vous répondre tout à l'heure, c'est Christian Paul, chef de file de ces frondeurs, qui sera à 8h20 l'invité de Jean-Pierre Elkabbach. Qu'il soit le bienvenu. Il sera toujours tout le monde est toujours le bienvenu ici. Ce sera donc à 8h20 pour l'interview politique d'Europe 1. Axel de Tarlet, il y aurait beaucoup trop de bureaux de poste en France, constat fait par la Cour des comptes, qui appelle donc la Poste à réagir en fermant les bureaux sous-utilisés. Ça ne va pas plaire à tout le monde. Exactement. En 5 ans, l'activité au guichet dans les postes a chuté de 25 ans. Alors vous savez pourquoi? On communique par mail 25%. aujourd'hui. De 25%. On communique par mail aujourd'hui, beaucoup plus que par lettre. Sauf qu'en face, les coûts de la Poste n'ont pas baissé d'autant. Ils n'ont reculé que de 9%. Donc c'est insuffisant, juge la Cour des comptes. Baisse de l'activité, moins 25, baisse des coûts, moins 9. Voilà, exactement. Alors la Cour des comptes note que dans 1000 bureaux de poste en France, on travaille moins de 3 heures par jour, faute d'activité, bien sûr. Donc la Cour des comptes a raison de demander plus d'efforts. C'est vrai que les chiffres sont là. Néanmoins, on va prendre la défense de la Poste ce matin. D'abord, savez-vous que c'est une entreprise rentable, la Poste, qui gagne 635 millions d'euros, plus 25% pour l'année 2015. Alors, vous allez me dire, c'est grâce à la hausse du prix d'un timbre. Enfin bon, c'est une entreprise qui ne perd pas d'argent. Et puis, deuxième point, il ne faudrait surtout pas donner l'impression que la Poste ne fait rien. Elle a déjà fermé en douceur de nombreux bureaux de poste, ce qui, vous savez, n'est pas facile, ni socialement, ni politiquement, parce que dans les villages, c'est vécu comme un déclassement quand le bureau de poste ferme. Or, la Poste est tenue, elle le fait en douce. La Poste est tenue par la loi d'avoir 17 000 implantations, 17 000 points de contact, comme on dit. Pourquoi parle-t-on de points de contact? Parce que si vous le regardez dans le détail de ces 17 000, il n'y a plus que 10 000 bureaux de poste à l'ancienne. C'est-à-dire ouverts toute la semaine. Voilà. Et à côté de ça, vous avez 7 000 points relais qui sont installés soit chez les commerçants ou soit dans les mairies. Donc vous voyez, ça bouge, le réseau, il y a eu énormément de fermetures. Alors c'est vrai, on peut toujours dire qu'il n'y en a pas assez, que ça ne va pas assez vite, mais enfin il ne faut pas donner l'impression. Mais est-ce que c'est pas ce qu'on l'impression appelle aussi le service public, ça, à un moment? et qui est toujours là. La Poste continue de livrer le courrier 6 jours sur 7. Il n'y a plus que 5 postes en Europe qui assurent ainsi la livraison du courrier 6 jours par semaine. Voilà, donc pour la Cour des comptes, qui une nouvelle fois, c'est un peu pavlovien chez la Cour des comptes, épingle la Poste. Faut toujours faire plus d'efforts, mais il faut quand même saluer ceux qui en font à leur rythme. Est-ce que vous avez déjà envoyé des cartes postales de peinture, choses comme ça? Ça m'arrangeait que vous répondiez oui. L'été notamment. Très bien, ça tombe bien parce qu'avec Franck Ferrand, on va parler d'un grand peintre. Bonjour Franck Ferrand. Bonjour Thomas. Aujourd'hui dans l'histoire, vous nous emmenez à
11 mai, un 11 mai artistique ce matin. Oui, le 11 mai 1904, le jour de la naissance de Salvador Felipe Jacinto Dalí Domènech, autrement dit Dali, le peintre. Alors nous sommes à Figueras, vous le savez, en Catalogne. Cette naissance était prédestinée si l'on en croit la mégalomanie du personnage. Je crois que tout le macrocosmos existe uniquement pour qu'il y ait la vie sur Terre et sur cette Terre, Dali, disait-il. Je ne connaissais pas vos talents d'imitateur de Salvador Dali. Je fais Dali, oui. Ah, bon. C'était un personnage, Dali, mais justement, comment Dali est-il devenu Dali, Franck? D'abord, l'aisance de sa famille lui a donné une certaine liberté matérielle. Sachez aussi qu'il a été très tôt confronté à la mort. Son frère aîné est parti très jeune, juste avant sa propre naissance, et du reste, ses parents lui ont donné le même prénom, Salvador, le sauveur, comme pour redonner vie à ce grand frère. Dali disait à ce propos « Je naquis double. Mon frère, premier essai de moi-même, génie extrême et donc non viable, avait tout de même vécu 7 ans avant que les circuits accélérés de son cerveau ne prennent feu. Le petit vit dès lors dans l'ombre de ce frère et pour s'en séparer, dit-il, il a dû surjouer la vie, et c'est peut-être une des définitions de son art, une provocation, une folie. » Bon, mais Franck, Dali était-il réellement fou, comme il le proclamait? Entre nous, je ne le pense pas du tout. Mais il est vrai que dès l'adolescence, Salvador affiche une forte excentricité, ce qu'il fait donc remarquer. Il étudie à l'Académie royale des beaux-arts à Madrid, puis il gagne Paris, vous le savez, à la fin des années 20. Il va rejoindre bientôt le cercle des surréalistes. Il crée sa célèbre méthode paranoïaque critique, mais on ne peut pas réduire Dali à ça. Il va nourrir, il va inspirer le monde de l'art jusqu'à sa mort en 1989. Il est toujours présent aujourd'hui d'ailleurs. Il fascine à la fois le grand public et les spécialistes, ce qui est rare. Et vous savez que la semaine dernière, par exemple, un simple carnet griffonné par le génie a été vendu aux enchères pour 90 000 €. On y découvre notamment un portrait de sa muse, Gala. Enfin, ça, c'est une autre histoire. L'histoire qui reviendra tout à l'heure avec vous à 14h sur Europe 1. Vous nous parlerez de quoi, Franck? Je vous raconterai les grandes heures du Festival de Cannes. Ça sera avec plaisir, Festival de Cannes qui commence aujourd'hui, que vous vivrez pendant 10 jours sur Europe 1. Vous n'avez pas le secret des moustaches de Dali, non? Comment il les frisait aussi bien. Un peu de cire, à mon avis. Ah, vous pensez. Au cœur de l'histoire, à 14h sur Europe 1. À tout à l'heure, Franck, et à demain, les experts.